On est au XVIIIe siècle, à une époque où on était encore très loin d'avoir des ordinateurs, encore très loin d'avoir de l'intelligence artificielle évidemment. Et pourtant un objet incroyable a fait sensation en Autriche. Un automate humanoïde était capable de jouer aux échecs et il gagnait toutes les parties face à de vrais humains qui jouaient face à lui. Mais comment était-ce possible? Comment une telle invention a pu voir le jour aussitôt au XVIIIe siècle? S'il y a bien quelque chose de fascinant, c'est bien ce genre de mystère-là. Aujourd'hui, c'est plus pareil, on n'est plus étonné par rien. Un ordinateur qui sait jouer aux échecs, c'est normal, c'est même ultra basique. Une voiture qui conduit de façon autonome, tranquille, ça se fait. Des effets spéciaux ultra réalistes dans des films qui nous donnent l'impression que c'est vraiment la réalité, c'est normal. Quasiment tout est possible et on est blasé. Où est passé le plaisir d'imaginer des inventions incroyables du futur? Aujourd'hui, on imagine des gadgets qui servent à rien, mais avant, c'était vraiment des inventions incroyables qui allaient nous changer la vie. Franchement, c'est clair que c'était mieux avant, il n'y a pas de discussion à avoir. Je suis tellement un vieux con, c'est chaud. Dans cette vidéo, je vous parle d'une époque où les robots n'existaient pas encore, où les machines étaient totalement dépourvues d'intelligence. Le XVIIIe siècle. Ce siècle où la machine à vapeur a commencé à faire rouler des trains et des bateaux, ce siècle où les premières montgolfières ont décollé, ce siècle où on a vraiment vu l'émergence de la mécanique. D'ailleurs, attardons-nous un petit peu sur ce terme, la mécanique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de mécanique, cela évoque l'entretien des machines, comme par exemple la mécanique pour entretenir les voitures. Mais auparavant, au XVIIIe siècle, c'était assez différent. La mécanique, ce mot, il évoquait la construction de machines nouvelles. C'était vraiment une science qui cherchait à créer, à reproduire des mouvements, et donc notamment créer des moteurs qui permettaient de générer des mouvements dans un but précis. Quand on parle de mécanique, on parle vraiment d'une science qui était primordiale au XVIIIe siècle. On ne parle pas juste de l'entretien de certaines machines, on parle vraiment de la science, de la création de nouvelles machines qui vont nous changer la vie. Et le Turc mécanique, croyez-moi, c'était de la très belle mécanique, ou du moins en apparence. Nous sommes en Autriche, à Vienne plus précisément. Un inventeur hongrois qui s'appelait Wolfgang von Keppelen. Là, la probabilité que j'ai bien prononcé le nom, elle est proche de 0. Cet inventeur était venu présenter sa toute dernière invention. Il avait fabriqué un automate qui s'appelait le Turc mécanique. C'était un automate, donc un humanoïde qui ressemblait vraiment à un monsieur qui était assis, avec en face de lui une table avec un échiquier sur la table. Et il annonçait à tout le monde que cette machine, cet automate, était capable de battre n'importe qui aux échecs. Je rappelle que nous sommes là exactement en 1770 et qu'à cette époque-là, il était absolument inconcevable qu'une machine, qu'un automate soit capable de jouer aux échecs. Par contre, à l'époque, on était quand même déjà un peu habitué à avoir des automates qui reproduisaient les mouvements humains. Ça, c'est quelque chose qui existait déjà. Des automates qui vraiment reproduisaient alors des boucles très répétitives, quelque chose d'assez simple et donc de très peu complexe, ça veut dire la même chose en fait. Mais voilà, ça existait quand même déjà. Donc le fait qu'il y ait un automate qui puisse bouger pour déplacer des pions, ça c'est pas quelque chose qui allait forcément étonner énormément de monde, mais ce qui était vraiment très étonnant, c'est qu'il ait la capacité de réflexion pour jouer aux échecs. À aucun moment un automate avait déjà été présenté comme ça, capable de réfléchir par lui-même. Là c'était vraiment, cette invention c'était ultra novateur, voire même ça paraissait être un miracle. Comment se passait exactement la présentation? Imaginez, on est en Autriche, notre inventeur arrive avec son Turc mécanique et il fait la démonstration à la reine d'Autriche. Il commençait tout d'abord par ouvrir l'automate et il montrait donc sous l'échiquier toute la machinerie très complexe qui servait à faire fonctionner ce Turc mécanique. On y voyait des rouages, des mécanismes très compliqués, quelque chose de très savant. Vraiment, la mécanique du Turc mécanique, elle était très impressionnante et pour le dire simplement, voilà, on voyait vraiment que c'est une machine qui en avait dans le ventre. Et lorsque toutes les personnes qui assistaient à la démonstration avaient bien vu l'intérieur de la machine, l'inventeur demandait, parmi les personnes présentes, qui voulait bien affronter son automate en jouant aux échecs. Et là, la magie opérait. Non seulement l'automate était capable de vraiment bouger avec précision pour déplacer les pions, ce qui était plutôt impressionnant, mais pas miraculeux pour l'époque, mais surtout il savait très bien jouer aux échecs, il avait cette capacité de réflexion, il gagnait systématiquement toutes les parties. Il était capable de battre de vrais humains, et non pas de faux humains, qui n'a aucun sens. Il était capable de battre de vraies personnes dans un jeu qui est vraiment un jeu qui demande une vraie analyse. Et il savait même reconnaître les tricheurs. Si vous affrontez le Turc mécanique, que vous faites un mouvement qui n'est pas autorisé aux échecs,
le turc mécanique le reconnaîtra, il redéplacera votre pion à sa place initiale, et si vous recommencez plusieurs fois, le turc mécanique va perdre patience et il va renverser tous les pions de l'échiquier. Une machine qui perd patience, c'est quand même impossible en fait. Ça c'est vraiment la question que tout le monde se posait. Comment ce turc mécanique pouvait exister? Pendant plusieurs décennies, cette machine, elle a fait vraiment une tournée mondiale, elle est même passée par Paris, elle est passée par les États-Unis. Tout le monde se bousculait pour voir le turc mécanique jouer aux échecs. Tout le monde était fasciné. C'est vraiment quelque chose qui a été très connu à l'époque. Tout le monde vraiment voulait voir le turc mécanique jouer aux échecs en vrai. Une incroyable invention, une machine capable de penser. Et d'ailleurs, la machine, elle faisait un petit peu de bruit pendant la réflexion. En fait, les rouages s'activaient comme pour démontrer que oui, en fait, il se passe des choses là-dedans pendant que la machine réfléchit. Un peu en fait comme un ordinateur, vous savez, quand vous poussez un petit peu trop, que ça demande pas mal de ressources, vous l'entendez souffler. On entendait les rouages s'activer lorsque l'automate avait besoin de réfléchir. Un bruit qui symbolisait la réflexion humaine. Bientôt, on va avoir de l'empathie pour ce turc mécanique. Bien sûr, dans ce genre de cas, lorsque l'inexplicable se passe devant vos yeux, il y a deux possibilités. Soit c'est une innovation que vous ne connaissez pas encore, et dans ce cas-là, c'est incroyable, mais c'est vrai, hein. Imaginez quand l'électricité n'existait pas, quand la lumière n'existait pas, vous montrez la lumière à quelqu'un, il aura du mal à y croire, mais pourtant, on sait aujourd'hui que c'est tout à fait possible, et c'est tout à fait scientifique et réel. Ou alors, il pouvait s'agir peut-être d'une supercherie, d'une illusion, un tour de magie, un tour de passe-passe. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'était une supercherie, une illusion, ou est-ce que c'était une incroyable invention? Et là, ce qui est énorme, c'est que je suis en train d'essayer de recréer un peu de suspense, mais vous avez totalement la réponse dans le titre de la vidéo. Le turc mécanique, le plus gros canular de tous les temps. Oh là là, que d'humour sur cette vidéo. Il s'agissait bien d'une grosse supercherie qui a fonctionné pendant plusieurs décennies. Je sais vraiment pas pourquoi, mais tous les canulars de cette sorte-là, c'est quelque chose qui me fascine. J'adore lire ces histoires, je trouve ça vraiment intéressant. Un peu comme notamment, vous savez, les vendeurs ambulants de potions miraculeuses qui avaient toutes sortes de vertus, et en fait c'était juste de l'eau avec du sucre, n'importe quoi, mais il n'y avait absolument aucune vertu. Toute cette esbrouve, toute l'imagination qui a été nécessaire pour inventer ces canulars et pour réussir à les rendre crédibles, je trouve ça passionnant. Alors quel était le truc? Eh bien évidemment qu'il y avait un homme qui se cachait sous l'échiquier et qui contrôler l'automate. En fait, c'est un homme, voilà, un vrai cerveau humain, donc, qui contrôlait l'automate. Il avait des leviers qui lui permettaient de contrôler l'automate, de contrôler les bras de l'automate pour bouger les pions comme il le souhaitait. Oui, mais alors vous allez me dire, ok, mais comment est-ce qu'il voyait l'échiquier qui était placé sur la table? Eh bien, il y avait des caméras cachées dans les yeux de l'automate. Non, c'est impossible, nous sommes au XVIIIe siècle. Mais alors, comment il faisait? Eh bien, la réponse elle est toute bête. Il voyait l'échiquier tout simplement par transparence sous la table. Et ce qui est très intéressant avec cette histoire aussi, c'est que quand le turc mécanique a fait son tour du monde pendant plusieurs décennies, ça a généré beaucoup de débats sur les robots, et notamment leur capacité à penser. Et jusqu'où iront les robots dans leur évolution? Certains croyaient qu'il était possible que la mécanique permette de générer de la réflexion dans un robot, et certains pensaient que c'était tout à fait impossible et que jamais les robots seraient capables de penser comme des humains. Que jouer aux échecs, finalement, c'était une tâche qui était réservée à un humain qui ne serait jamais imitable par une machine. Comme s'il y avait une frontière, finalement, entre les tâches simples, qui peuvent être reproduites par des machines, et les tâches plus complexes qui sont vraiment réservées au cerveau humain, qui jamais ne pourront être faites, déléguées à des robots. Évidemment, cette deuxième idée, elle est quand même beaucoup plus rassurante. On pensait majoritairement en 1770 que jamais un robot ne serait capable de battre un humain aux échecs. Et donc du coup, la révélation de ce canular, ça a donné raison à cette idée. Mais aujourd'hui, voilà, on est en 2020, la technologie a bien évolué, et on sait que battre un humain aux échecs, c'est tout à fait possible aujourd'hui pour une intelligence artificielle, alors qu'en 1770, cela paraissait impossible. Quelle sera dans 200 ans la nouvelle frontière entre les tâches qui seront vraiment réservées aux humains et impossibles à reproduire pour des robots, et les tâches qui sont totalement automatisables? Franchement, quand on réfléchit comme ça fait peur, hein. Avec le recul maintenant qu'on a sur le XVIIIe siècle, franchement, ouais, c'est chaud. Alors cette histoire du turc mécanique, elle a fait pas mal parler depuis quelques années avec Amazon, parce que Amazon reproduit un peu cette technique du turc mécanique. En fait, il y a certaines tâches, on pense qu'elles sont automatisées par les robots. Sauf qu'aujourd'hui, il y a encore évidemment des limitations. L'intelligence artificielle, même si elle progresse beaucoup, elle peut pas encore tout faire.
Et donc il y a plusieurs tâches. Lorsqu'on veut faire des retranscriptions de réunions, lorsqu'on veut reconnaître aussi des humains sur des photos, parfois c'est possible par l'intelligence artificielle, parfois c'est plus compliqué. Et donc, notamment Amazon, mais je pense que c'est le cas pour tous les géants d'Internet, utilisent donc cette technique qu'ils ont appelée le turc mécanique, c'est-à-dire qu'au lieu de confier certaines tâches à des robots, comme on pense nous en tant qu'utilisateurs que c'est le cas, eh bien ils vont confier des micro-tâches à des humains, parce que ce sera beaucoup plus simple pour des humains de reconnaître une personne sur une photo que pour un robot. Et donc ils vont confier ces tâches, ils appellent ça des micro-tâches, qui vont être effectuées par des armées, enfin énormément de personnes qui sont d'ailleurs sous-payées pour ça, pour des jobs qui sont vraiment inintéressants. En plus c'est vraiment des micro-tâches, c'est un peu abrutissant. Donc ces personnes vont faire ces micro-tâches, et ce qui fait que tout ça, ça va rentrer dans l'algorithme des géants de Internet, et ça va mêler intelligence artificielle et intelligence humaine. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup utilisé aujourd'hui, notamment on sait pour, vous savez, tous les systèmes de reconnaissance vocale comme Alexa, on sait que derrière, ce sont des humains qui entraînent Alexa. Donc ça aussi, c'est un peu un système de turc mécanique où on pense que c'est uniquement un robot, une intelligence artificielle, mais derrière, tu as des centaines, des milliers de personnes, de cerveaux humains, de vraies personnes qui travaillent pour améliorer le robot et qui sont en fait dans les rouages de la machine. Si ça vous intéresse, tapez turc mécanique Amazon sur internet et vous verrez, il y a pas mal d'articles sur le sujet, c'est assez intéressant. J'espère que cette histoire hors du commun vous a plu. Je vous dis merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère donc que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!